her father. She was someone's. Uncharted, Sonic, The Last of Us ou encore Super Mario, les films et séries adaptés de jeux vidéo connaissent d'énormes succès. Mais alors pourquoi les producteurs misent sur les adaptations de jeux vidéo? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut à tous, c'est Théo de Moonlight. Sur cette chaîne on parle de cinéma et d'audiovisuel. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et aujourd'hui, à l'occasion du film Super Mario, je voulais revenir un peu sur la relation étroite entre le cinéma et les jeux vidéo. Le cinéma et le jeu vidéo sont tous les deux des médias populaires qui ont longtemps coexisté en parallèle sans jamais se croiser. Mais ça, c'est avant les années 90, où la première adaptation d'un jeu vidéo sort enfin au cinéma, l'excellentissime Super Mario Bros. Ils sont frères. Ils sont plombiers. Suivi peu après par l'adaptation de Street Fighter. Cependant, ces films ont longtemps été critiqués et n'ont pas vraiment connu un grand succès commercial. Bon, évidemment, c'était les premières adaptations d'un jeu vidéo au cinéma, et les réalisateurs avaient du mal à jongler entre le respect de l'œuvre originale et le besoin de créer une histoire et un film cohérent. Pourtant, ces échecs n'ont pas empêché les producteurs de signer à nouveau, et depuis, le genre a pas mal évolué, jusqu'à gagner en popularité dans les années 2000. En 2001, la sortie du film Tomb Raider Lara Croft, avec Angelina Jolie dans le rôle titre, a été un vrai succès commercial. Le film a généré plus de 270 millions de dollars au box-office. Et chose inédite pour les jeux vidéo, il a créé une franchise de films. Et en 2002, c'est au tour de Resident Evil de sortir son adaptation au cinéma. Gros succès commercial aussi, 100 millions au box-office, plutôt pas mal, et lui aussi a lancé une franchise de films. Et la popularité de ces adaptations a continué de grandir, avec notamment la sortie de Silent Hill et Prince of Persia. On dirait que tu te plais à me dicter ce que je dois faire. Et les 4 films que je viens de vous citer sont un peu des exemples à part, puisqu'à travers la masse de films qui ont connu des échecs et qui ont été extrêmement critiqués, ceux-là, ils sont plutôt bien reçus par les fans. Typiquement, pour Silent Hill, il y a des critiques qui disent que la photographie est sublime, l'esthétique magnifique et super fidèle à ce qu'il y avait dans les jeux, et que c'était super prometteur pour l'avenir du jeu vidéo. Les adaptations de jeux vidéo ont souvent été critiquées. Les fans de jeux ne plaisantent pas, et à la moindre différence avec le matériel d'origine, c'est un tollé. Malgré les différences, les deux médias ont beaucoup collaboré pour offrir aux joueurs et aux spectateurs des expériences uniques. Par exemple, certains jeux vidéo ont été accompagnés de courts-métrages ou de séries pour approfondir l'histoire et les personnages. C'est ce qu'on appelle le lore. C'est le cas pour Halo et plus récemment League of Legends et son excellente série Arcane, qui développe encore plus le lore du jeu. Et de la même façon, plein de films sont accompagnés d'un jeu vidéo pour prolonger l'expérience une fois rentré à la maison. En tout cas, les influences réciproques entre le cinéma d'une part et les jeux vidéo de l'autre nous permettent dans tous les cas de vivre des expériences uniques. Et ça nous permet d'avoir des histoires passionnantes et des univers super riches. Et pour le jeu vidéo, comme pour le cinéma, il y a une infinité de genres. Évidemment, les jeux les plus simples à adapter au cinéma, c'est plutôt les jeux d'action ou d'horreur. Bref, quand il y a du gros spectacle. Typiquement Resident Evil, Max Payne ou encore Hitman. Les adaptations de ces jeux mettent souvent en scène des héros solitaires et charismatiques, armés jusqu'aux dents et qui se battent contre des ennemis super dangereux, des films souvent très spectaculaires, avec des effets spéciaux impressionnants et des scènes d'action ultra chorégraphiées. Pour les jeux de rôle, c'est un peu plus difficile à adapter, parce que pour le coup là, il y a un lore vraiment immense, mais pourtant, bientôt, on va avoir le droit à un film Donjons et Dragons. Bon, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, je suis pas ultra convaincu par les bandes annonces, dites-moi ce que vous en pensez. Mais après, on a eu des bonnes adaptations, comme par exemple Final Fantasy, qui lui a été extrêmement bien reçu par les fans. Et bon, on a le contrepoids avec Warcraft, qui a été un échec absolu. Et en tout cas, voilà 2 exemples de films qui ont eu beaucoup de mal à condenser tout un univers sur seulement quelques heures. Mais pour les jeux d'horreur, c'est un peu plus simple, et les films ont souvent connu des gros succès. C'est un genre facile, et les films d'horreur, on adore ça. En plus de ça, les jeux d'horreur sont souvent très immersifs, puisqu'ils créent des atmosphères inquiétantes et mettent l'accent sur la peur et la tension. Donc des adaptations de jeux d'horreur comme Silent Hill ou Resident Evil, au cinéma ça marche super bien en fait. Et le jeu vidéo quant à lui est allé chercher dans le cinéma un mimétisme visuel pour donner encore plus de qualité spectaculaire au jeu. Et là je peux vous parler de l'excellente série de jeux Uncharted, qui a démarré en 2007 et joue beaucoup sur tous ces codes du cinéma, avec plein de références à des films de Spielberg ou encore Robert Zemeckis. Tout ça pour donner plus de crédibilité et de force aux images. Et aujourd'hui, je pense que je m'avance pas du tout en disant que les jeux vidéo ont clairement rien à envier aux productions hollywoodiennes. Que ça soit en termes d'image, mais aussi en termes d'écriture. La différence avec ces films qui ont été de gros succès, c'est que eux ont réussi à capter l'essence du jeu tout en attirant un public nouveau, y compris ceux qui ne jouaient pas aux jeux vidéo. Et c'est aussi une chose à bien comprendre, les films adaptés de jeux vidéo sont pas faits pour les joueurs, mais pour faire découvrir au grand public de nouveaux univers. Globalement, on s'en fiche de la fidélité absolue. Les jeux vidéo, quant à eux, ont souvent été inspirés de grandes franchises du cinéma, comme Star Wars qui a influencé beaucoup de jeux de science-fiction, et là je pense à des jeux comme Mass Effect, ou même Destiny.
Puis aussi la saga Indiana Jones qui, elle, a plutôt inspiré des jeux comme Uncharted, Prince of Persia ou encore Tomb Raider. Qui s'en charge de ces adaptations? Un des gros problèmes, c'est que les réalisateurs qui s'occupent de ces adaptations sont pas vraiment des joueurs, mais plutôt des réals qui ont l'habitude de bosser sur des gros films d'action, des gros blockbusters hollywoodiens. Alors certes, ce sont parfois de bons réalisateurs, mais s'ils connaissent rien à l'univers du jeu vidéo, c'est difficile. Je vais pas faire un film d'équitation si je sais pas monter à cheval. Bon, c'est un exemple pourri ça. Mais bon, vous comprenez l'idée. Je vais pas faire un film adapté d'un livre si j'ai pas lu le livre en question déjà, c'est la moindre des choses en fait. D'ailleurs ça me permet de parler de quelqu'un, Henry Cavill, qui joue Superman. On en a déjà parlé sur la chaîne. Henry Cavill, c'est le mec parfait pour jouer Superman ou encore Geralt de Rivia dans The Witcher. C'est un énorme geek. Pour Superman, il a lu une tonne de comics sur le personnage. Pour The Witcher, il a joué au jeu et l'a fini 3 fois. C'est monstrueux. J'ai plusieurs dizaines d'heures à mon actif et j'ai toujours pas fini l'histoire principale. Et c'est des gens impliqués comme ça qu'on veut pour ce genre de film. Et en parlant des acteurs, justement, eux, ils sont souvent choisis par rapport à leur capacité à incarner les personnages. Et même si on cherche des têtes d'affiche, on essaye quand même de prendre des acteurs qui collent au max au personnage. Du coup, il y a plein d'adaptations de jeux vidéo qui ont vu des acteurs super connus jouer dedans. Angelina Jolie dans Tomb Raider, excellente, elle colle super bien au personnage et elle l'interprète trop bien. En plus, depuis plusieurs années, on voit énormément d'acteurs chevronnés jouer dans des jeux vidéo. Je me suis pas trompé, littéralement jouer dans des jeux vidéo. Grâce à la motion capture. Ça montre bien l'importance qu'a le genre dans l'industrie audiovisuelle aujourd'hui, et comme quoi ils ont rien à envier au cinéma. Du coup là tout de suite je pense à Elliot Page par exemple, ou Willem Dafoe dans Beyond Two Souls. Mais on a aussi Léa Seydoux et Norman Reedus dans Death Stranding, Giancarlo Esposito dans Far Cry, ou Keanu Reeves pour Cyberpunk. Et oui, c'est une OP pour Cyberghost. Non, pas du tout, je me suis trompé, c'est Cyberpunk. Donc voilà, on parle quand même d'acteurs reconnus et qui sont vraiment impliqués dans le cinéma, quoi. Ils sont pas connus pour accepter tout ce qui tombe dans leurs mains, quoi. Cependant, malgré la qualité du casting et de l'équipe technique, ça n'empêche pas les films de se faire critiquer, notamment par leur manque de connaissances donc sur le sujet qu'ils traitent. Et je pense que c'est aussi pour ça que la série The Last of Us, sortie très récemment, est un énorme carton. C'est une série excellente, et pour moi, franchement, c'est l'adaptation parfaite. Elle est ultra fidèle au jeu d'origine, tout en prenant quand même parfois quelques libertés qui sont importantes à prendre pour concevoir l'histoire, et ça c'est en grande partie grâce à Neil Druckmann, co-créateur, producteur et scénariste sur la série, qui a clairement eu plus que son mot à dire sur tout ce qui s'y passait, puisque c'est aussi le créateur du jeu. Vraiment, regardez là, c'est une pépite, qui va clairement mettre un coup de pression énorme aux futures adaptations de jeux vidéo. D'ailleurs, les producteurs de God of War ont dit qu'ils avaient vu The Last of Us et que ça leur mettait énormément la pression, donc ouais, clairement, on les comprend. Mais voilà, ces films ont quasiment systématiquement un problème. Un mal fou à rencontrer leur public. Alors pourquoi? Au cours des dernières années, on a vu beaucoup de grosses productions adaptées de jeux vidéo. Assassin's Creed, Warcraft, Sonic le film et Détective Pikachu, qui étaient plutôt pas mal, et un peu plus destinés à un public adulte, mais de toute façon, on pouvait pas faire pire que cette scène. Pikachu qui parle. Ces films s'inspirent énormément des jeux vidéo d'origine, tout en prenant quand même quelques libertés et en essayant d'apporter de nouvelles choses. Sonic le film, par exemple, a voulu introduire une toute nouvelle histoire originale à l'univers du jeu vidéo. Et Sonic, c'est un des nombreux exemples typiques du problème. Je sais pas qui a été chargé du design du personnage à l'origine, mais comment, avec les moyens qu'on a à ce moment-là, on sort cette bouse? Expliquez-moi. Voilà, c'était la première image du personnage Sonic qui est apparu sur internet quelques mois avant la sortie du film. Alors autant vous dire que les fans ont pété un plomb, et heureusement pour eux, l'équipe du film a quand même décidé de les écouter et a refait entièrement le design du personnage pour que ça nous donne ça. Franchement, ces adaptations ont souvent été bien accueillies par le public, mais aussi critiquées pour leur manque de fidélité au jeu. Alors je sais que j'ai dit au début, on s'en moque de la fidélité, mais il y a un minimum, respectez-nous quand même. Et comme les fans de jeux vidéo ont souvent des attentes très élevées, c'est un public très difficile et engagé, les studios ont du mal à s'adapter et à satisfaire complètement leurs besoins. Vous voyez ce film, Super Mario Bros, il a été énormément critiqué pour son manque de respect envers l'histoire du personnage et du jeu. Et là, ok, c'est légitime. Le film a pris des libertés considérables avec l'univers de Mario, en créant un monde dystopique de New York plutôt que le monde fantastique de champignons que les fans du jeu connaissent et aimaient. Mais qu'on va bientôt avoir la chance de voir sur grand écran, parce que ça y est, Nintendo a décidé d'arrêter de faire des bêtises, même si c'est pas totalement de leur faute. Je vous raconte un peu plus l'histoire de ce film chaotique sur mon TikTok, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, il y a plein de vidéos qui sortent souvent, et j'en parlerai très rapidement sur la chaîne aussi dans les prochains jours, donc abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour rien rater. Les personnages emblématiques de la franchise, Mario et Luigi, ont été également représentés de manière inexacte et caricaturale. Incroyable, on se moque de nous. Et là on a aussi l'exemple avec Max Payne, un film basé sur le jeu d'action de Rockstar, et dont l'adaptation a été critiquée pour son manque de respect envers le matériel d'origine.
à cause de sa représentation superficielle des personnages et des thèmes du jeu. Dans le jeu, Max Payne c'est un personnage tourmenté qui lutte contre sa propre culpabilité tout en voulant venger la mort de sa famille. Dans le film, il est juste réduit à un simple justicier avec pas beaucoup de développement et une absence totale de profondeur émotionnelle. En plus de ça, le film a complètement édulcoré les thèmes sombres du jeu et a ajouté plein d'éléments surnaturels qui ont jamais été présents dans le jeu. Bah ouais, un minimum. Dans l'ensemble, le film a été considéré comme une adaptation superficielle qui a manqué de respect envers les personnages et les thèmes du jeu original. Mais au-delà de tout ça, pourquoi ça marche pas? Les différences entre les deux médias sont vraiment importantes. Les jeux vidéo permettent une interaction directe avec l'univers du jeu, alors que le cinéma c'est un média passif où on regarde l'histoire se dérouler. Les jeux permettent une grande liberté de choix et de mouvement pour le joueur, alors que le cinéma c'est limité à ce que le réalisateur peut montrer à l'écran. Et en plus de ça, les jeux offrent une expérience interactive unique, et ils permettent au joueur de s'immerger totalement dans un univers en devenant acteur lui-même. Tout ça en dirigeant l'action comme il le veut. Dans un jeu vidéo, on a la liberté de se déplacer à travers toute la map, dans des environnements complexes, prendre des décisions importantes qui affectent l'histoire, et du coup se connecter émotionnellement de manière beaucoup plus forte avec les personnages. En revanche, dans le cinéma, on est passif. Et à cause de cette différence, les jeux vidéo doivent trouver un équilibre délicat entre jeu où on est participatif et la narration cinématographique. Et ça, je veux bien l'entendre, ça peut être un peu difficile puisque les jeux vidéo ont souvent des univers très complexes et très vastes. Quand on joue à un jeu vidéo, on en a pour une bonne trentaine d'heures minimum avant de finir l'histoire principale. Et là je parle des petits jeux. Donc vous imaginez la quantité astronomique de notions à aborder pour satisfaire tout le monde. C'est juste infaisable. Et c'est difficile de satisfaire à la fois les fans de jeux vidéo qui veulent voir leur univers préféré, détaillé, tous les personnages qu'ils aiment, et de faire plaisir au cinéphile qui va juste voir un film dont il attend juste une histoire passionnante et captivante. Et malgré ce défi, il y a plusieurs adaptations qui ont quand même réussi à satisfaire tout le monde, enfin tout le monde, une majorité des gens. Un exemple récent, c'est Détective Pikachu, comme je vous disais, qui a réussi à capturer l'essence de l'univers Pokémon, tout en créant une histoire convaincante pour le grand écran. Film qui a été acclamé par les critiques et qui a réussi à plaire aux fans de Pokémon et aux cinéphiles. Bravo, ça s'applaudit. Et là on va aborder un truc qui me plaît beaucoup, c'est la question des fins alternatives. C'est souvent un des éléments clés dans les jeux vidéo, c'est en train de se développer de plus en plus puisque c'est un peu la mode, on va pas se le cacher, puisque dans les jeux vidéo, les joueurs ont souvent la possibilité de prendre des décisions qui ont un impact sur l'histoire. Ça crée donc une expérience unique pour chaque personne qui joue au jeu, en particulier dans un jeu qui est incroyable, et dont on va reparler dans quelques minutes. Et du coup, un engagement et une immersion incroyable dans le jeu. Et dans un film, au contraire, l'histoire elle est complètement linéaire, et c'est au réalisateur de choisir la fin qui correspond le plus à son idée. Typiquement, et je pense que je suis pas le seul ici, quand j'ai joué à Red Dead Redemption, au début je trouvais ça trop cool de pouvoir tuer tout le monde, et au fur et à mesure des missions, quand j'ai commencé à m'attacher au personnage principal et à me retrouver en lui, je faisais des choix qui étaient beaucoup plus humains, et j'avais de plus en plus de mal à faire des choses qui étaient contraires à mes valeurs. Arthur Morgan, toujours dans mon cœur. Le jeu vidéo Life is Strange, non mais regardez-moi cette folie, est un excellent exemple de jeu qui utilise des choix de narration pour immerger les joueurs dans une histoire émotionnelle et complexe. Dans ce jeu, on incarne Max Caulfield, une adolescente qui découvre qu'elle a le pouvoir de remonter le temps. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, les joueurs sont confrontés à des choix qui ont des conséquences importantes sur l'histoire et les personnages. Par exemple, à un moment de l'histoire, Max doit choisir entre sauver sa meilleure amie, Chloé, ou sacrifier sa ville natale. Ce choix est difficile et c'est un des moments clés de l'histoire qui a des conséquences importantes sur la fin du jeu. Les joueurs peuvent aussi choisir de s'impliquer dans les relations amoureuses de Max, explorer les environnements pour découvrir des secrets cachés, ou s'engager dans des quêtes secondaires pour en apprendre davantage sur les personnages et l'univers du jeu. Ensuite, à titre personnel, l'exemple le plus fou auquel j'ai assisté, c'est dans le jeu Detroit Become Human. Dans ce jeu, je vais essayer de faire simple parce que c'est un jeu très complexe, on incarne à travers 3 histoires parallèles, 3 robots humains, dans un monde où humains et intelligence artificielle vivent ensemble, mais pas tout à fait en harmonie. Et là je vais vous parler d'une scène qui m'a bouleversé, et qui à ce jour reste un de mes plus grands moments de jeu vidéo. Dans cette scène, on est aux commandes du droïde Kara, qui dépasse sa condition de robot, puisqu'elle est spectatrice d'une situation dramatique. On s'occupe de la petite Alice qui vit avec son père célibataire, et très probablement dépressif. À ce moment-là de l'histoire, le père fait un coup de sang et se précipite sur Alice pour la frapper. Et là, on a 2 choix. Kara doit dépasser sa condition de robot et est soumise à 2 choix. Sauver Alice ou raisonner son père. Probablement en vain. Le choix doit être fait en une fraction de seconde, et si comme moi vous avez choisi de sauver Alice, j'ai des frissons en parlant, c'est incroyable. Vous vivez une course-poursuite folle, où vous devez à la fois protéger la petite, esquiver les coups du père violent, et faire un choix sur la suite de l'histoire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous sortez de la maison, vous vous cachez dans une pièce, vous appelez la police? Les choix doivent être faits très rapidement, sinon on est attrapé par le père d'Alice. Et ces choix vont bouleverser entièrement la suite du jeu. Voilà, c'est l'exemple parfait de comment être immergé dans une scène
et être plongé à la place des personnages qu'on regarde. Là, comme Kara a dépassé sa condition de droïde, nous, on dépasse notre condition de spectateur et on devient acteur du jeu. Franchement, si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu, parce que c'est juste une des nombreuses scènes qui m'a bouleversé, vraiment c'est la première fois que ça m'arrive, après avoir fait cette scène, j'ai posé la manette, j'arrivais plus à jouer, j'ai dû faire une pause dans le jeu, je pouvais plus rien faire. Même devant le film le plus badant de l'histoire, ça m'a jamais fait ça. Ces fins multiples permettent donc aux joueurs de personnaliser leur expérience de jeu et de découvrir tous les aspects cachés du jeu. Ces choix de narration non linéaires offrent aux joueurs une immersion profonde tout en créant cette expérience émotionnelle forte, unique et personnalisée. Et c'est donc un des nombreux défis auxquels doivent faire face les gens qui travaillent sur les adaptations de jeux vidéo. En plus de ça, la liberté immense de mouvement qu'on a dans le jeu vidéo est évidemment très difficile à capturer sur grand écran. Le réalisateur est limité à ce que la caméra filme. Ce qui fait au final que le spectateur est ultra passif dans cette histoire. Je reprends là les mots de The Great Review qui a fait une vidéo excellente sur ce sujet, et dont je vous mets le lien en description, mais les mouvements de caméra c'est super important dans le jeu vidéo, c'est même ce par quoi est défini un jeu vidéo. FPS, TPS. Prenons l'exemple de God of War, une franchise de jeux vidéo d'action-aventure développée par Sony. Dans God of War, le joueur incarne Kratos, un guerrier spartiate qui doit voyager à travers diverses régions mythologiques pour combattre des divinités, pour atteindre ses objectifs. Le jeu utilise des mouvements de caméra à la troisième personne pour suivre Kratos à travers les environnements, en offrant au joueur une vue détaillée de l'environnement, tout en permettant un contrôle total sur les mouvements de Kratos. Mais ce qui distingue vraiment God of War des autres jeux, c'est l'utilisation super intelligente de la caméra. Ils utilisent des mouvements de caméra cinématiques pour renforcer les moments clés de l'histoire. Quand Kratos est confronté à un ennemi puissant ou qu'il doit effectuer une action plus importante, le jeu passe à un mode cinématique où la caméra suit Kratos d'une manière plus fluide et dramatique. Ça crée une expérience cinématographique immersive qui donne aux joueurs une sensation d'implication émotionnelle dans l'histoire. Mais on a aussi la super saga de Marvel Spider-Man. Là où certains jeux vidéo font en sorte que les cinématiques soient extrêmement belles, super travaillées, avec un ratio d'image 21/9 et forcément une qualité meilleure, Spider-Man a fait le choix pour ses cinématiques de ne rien changer. On enlève juste 2-3 informations du personnage sur l'écran, mais tout reste pareil. Alors c'est vrai que la qualité est un peu moins jolie sur les cinématiques, mais l'immersion est présente. C'est beaucoup plus fluide et on est beaucoup mieux intégré à l'histoire. En revanche, au cinéma, les mouvements de caméra sont souvent limités aux mouvements prédéfinis par le réal. En gros, les mouvements de caméra sont quelque chose d'essentiel dans le jeu vidéo, qui permettent cette immersion unique pour chaque joueur. Du coup, le challenge pour les réalisateurs, c'est de réussir à recréer toute cette immersion à leur façon, avec leurs médias. Et l'exemple de God of War montre vraiment très bien l'utilisation intelligente de mouvements de caméra pour renforcer des moments clés de l'histoire. Enfin, les éléments de gameplay comme les mini-jeux, les quêtes annexes et la personnalisation du personnage. Ce sont des aspects clés des jeux vidéo qui permettent aux joueurs de personnaliser leur expérience de jeu. Un exemple concret, c'est dans la saga The Witcher. Dans ce jeu, les joueurs incarnent Geralt de Rive, un sorceleur, un chasseur de monstres, et au cours de leur voyage, les joueurs peuvent effectuer un nombre colossal de quêtes secondaires, qui peuvent avoir un impact sur l'histoire principale. Et ça c'est très fort. Par exemple, dans une de ces quêtes secondaires, Geralt est engagé pour enquêter sur la disparition d'un village entier. Au fur et à mesure de l'enquête, les joueurs découvrent que la cause de la disparition du village était une créature mystérieuse appelée la Dame du Bois. Les joueurs peuvent alors choisir de tuer la créature ou de l'épargner, ce qui aura des conséquences sur la fin de l'histoire principale. Mais là vous voyez bien qu'on respecte pas les schémas qu'on connaît autour des films. En plus de ça, le jeu propose aussi des mini-jeux comme le Gwent, un jeu de cartes unique, joué par tous les personnages du jeu, et qui nous permettent de gagner de l'argent et des cartes pour améliorer notre jeu. D'ailleurs, si quelqu'un peut m'expliquer comment ça se joue, parce que ça me rend fou, j'ai perdu tellement de missions à cause de ça. Voilà, donc ces différences de mécanismes sont pour moi les causes principales des échecs d'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Pour résumer, The Last of Us est une pépite, et j'ai super hâte de voir le film Mario qui est sorti cette semaine au cinéma. Si vous êtes allé le voir, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Pensez à vous abonner, partagez si la vidéo vous a plu, et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite.